Merci à tous d'être venus. Ce n'était pas une affaire aussi simple en période de grève. Mais enfin, Angers est une ville qui est bien connectée. Merci à l'ESA, à son conseil d'administration, à son directeur général de nous accueillir. Hier soir, dans cette même salle, il y a eu la projection d'un film, d'un très beau film, où il y avait des magnifiques images. Et certains avaient la nostalgie de la grande transformation de l'agriculture française, celle qui est intervenue à la fin des années 50, puis en plein dans les années 60. Et au petit déjeuner ce matin, nous nous rappelions que cette grande transformation dont nous allons parler, puisque finalement elle arrive au bout, et c'est quelque chose d'autre qui est en train de s'annoncer, nous sommes en transition, cette grande transformation faisait l'objet d'une nostalgie. Et cette maison résonne encore de cette grande transformation, puisqu'elle était un des lieux de départ, avec la JAC, de tout ce mouvement assez extraordinaire de succès de l'agriculture française, dont je répète, qui arrive aujourd'hui à son terme, parce que tout passe, tout doit changer, tout doit s'adapter. Donc c'est un lieu qui est très symbolique, et j'en suis vraiment très heureux. Alors, nous avons toujours rêvé de pouvoir louer l'abbaye de Fontevraud, peut-être le ferons-nous un jour. Il faut pour ça que nous nous comptions d'abord, que nous voyons si nous sommes assez nombreux. Mais enfin, cette première édition des entretiens de l'association nous donne beaucoup d'espoir parce que vous êtes venus nombreux. Un mot, enfin, pour cette petite introduction sur notre état d'esprit. Eh bien, comme cette maison est une maison qui a toujours été une maison de grande tolérance pour de nombreuses idées, eh bien, cette association est une association qui porte de nombreuses idées et qui est faite pour débattre. C'est un lieu de débat. Alors un lieu de débat, ça ne veut pas dire un lieu de pugilat. Nous nous respectons tous les uns et les autres. Mais il y a de nombreuses questions, et il y a de nombreuses raisons d'avoir des discussions où on n'est pas d'accord les uns les autres. Mais le trésor commun, c'est de se mettre à la même table, avoir les discussions et de faire confiance à la discussion, de faire preuve d'ouverture d'esprit, parce qu'à la fin d'une discussion, on en sort toujours enrichi. Notre seule ambition est de nous enrichir mutuellement par ces rencontres. Voilà, et alors je vous souhaite de bonnes rencontres. Je dois vous faire maintenant des excuses. C'est que, ayant une lourde charge à l'Agence nationale de la recherche et le conseil d'administration ayant changé la date, j'ai un conseil d'administration cet après-midi. C'est le conseil important de l'année parce que nous votons le budget de l'an prochain. Nous avons une coupe budgétaire de 15%, comme tous les appareils d'État. Et je présente le budget de 2011 avec un programme auquel je tiens particulièrement, qui est le programme agricole, qui doit s'appeler Agrobiosphère, qui est en plein dans les orientations dont nous allons discuter, et je tiens vraiment, vraiment à le défendre. Donc je vais courir après un train au Mans tout à l'heure, et je reviendrai pour vous rejoindre ce soir au Grenier Saint-Jean. Voilà, je vous fais mes excuses. Je vous quitterai non pas comme un voleur, j'essaierai de le faire sur la pointe des pieds. Et avec tout le respect de vos doigts, je vous prie de m'en excuser. Merci. Merci Michel Griffon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'admettre comme l'animateur de vos échanges de la matinée et de l'après-midi de demain. Alors Michel Griffon, vous êtes l'auteur de cette formule, l'agriculture écologiquement intensive. Au fond, vous la faites émerger pour donner une clarté assez forte dans le cadre d'une leçon inaugurale il y a 3 ans, ici, dans ces locaux, devant de futurs ingénieurs agronomes. Et puis finalement, cette formule-là, elle prospère. Il y a 2 ans, elle est nominée, non pas aux Oscars ou aux Césars, mais au Grenelle de l'environnement. Et puis, elle finit si bien par prospérer que finalement, vous lui donnez son identité à une association internationale qui est vouée à lui donner un sort, un destin, à cette agriculture écologiquement intensive. Alors, finalement, cette association, elle démarre aujourd'hui, en quelque sorte. Elle commence à prendre son envol, et par une table ronde qui pose la question de savoir si cette agriculture écologiquement intensive peut constituer un scénario alternatif. Alors évidemment, vous avez répondu. Beaucoup d'entre vous ici ont répondu positivement, mais d'autres ne savent pas, se posent éventuellement des questions, doutent, ou simplement trouvent la formule assez contradictoire pour être éventuellement spécieuse,
pourquoi pas. Et en agriculture, comme en toute chose, vous savez qu'il y a, ainsi que dans le poème d'Aragon, celui qui croyait, celui qui ne croyait pas. Chez Aragon, c'est au ciel, ici, c'est l'agriculture. Nous allons donc, avec cette question, engager un échange didactique. Au fond, c'est ce que vous avez voulu. Et mesdames et messieurs, cet échange didactique, nous allons le mener avec un certain nombre de spécialistes. Michel Griffon, himself, Sandrine Paillard de l'INRA, qui est directrice adjointe à la délégation expertise, prospective et études. On va voir le rôle que vous avez joué, madame, dans l'élaboration des scénarios dont on va parler. Bruno Parmentier, qui est notre hôte, qui est le directeur du groupe SA, qui est auteur de Nourrir l'humanité. Nourrir la planète, Michel Griffon, Nourrir l'humanité. Il va s'agir de nourriture. Beaucoup intellectuel ce matin. Jean-Claude Bévillard de France Nature Environnement, que vous situez juste à droite du dispositif qui est chargé des questions agricoles. Maximilien Rouher, qui est à la gauche de Michel Griffon et qui, lui, est PDG fondateur de Be-Citizen. On va voir qu'il s'intéresse comme financeur aux questions que nous allons agiter. Marcel de Ressac, qui est juste après Jean-Claude Bévillard sur cette estrade, qui est directeur adjoint du département Persiste, Performance des systèmes, qui va être bientôt l'adjoint de Patrick Caron, 1er décembre, si je ne m'abuse. Et puis enfin, Hubert Garot, que vous connaissez tous, qui est le président de Terrena. On ne présente plus Terrena. Président, c'est une énorme coopérative agricole et vous avez lancé les hostilités, si je puis dire, entre guillemets, en créant les terrénales, en ouvrant les terrénales en mai dernier, avec un assez joli succès. On va en parler. Alors, puisqu'il s'agit de didactique, Michel Griffon, on va commencer avec vous par quadriller le champ. Qu'est-ce que c'est donc que l'agriculture écologiquement intensive? Il faut commencer par le concept. Le terme quadriller le champ me fait un peu rire. Oui, je vais filer quelques métaphores agricoles, comme ça il y a une jachère du premier rang, enfin bon, des choses comme ça, c'est pas grave. Vous me le pardonnerez. Alors, bon, c'est une question finalement qui pour moi reste toujours aussi difficile. C'est une idée qui n'est pas neuve. Pour ma part, j'ai eu la chance de travailler dans un groupe de travail international en 1994, où la recherche agricole internationale se posait une question en disant que finalement l'agriculture conventionnelle, celle que nous connaissons tous, que nous qualifions d'intensive, avait donné de bons résultats et les financeurs de la recherche internationale disaient bon, finalement maintenant il n'y a plus besoin de financer puisque tout marche bien, il y aura à manger pour tout le monde, les rendements augmentent, la courbe est ascendante. Pourquoi s'inquiéter? Arrêtons de financer. Et on nous avait demandé, j'étais à l'époque au CIRAD avec Marcel de Ressac, et on nous avait dit trouver des motifs pour défendre la recherche agronomique internationale. Et nous nous sommes retrouvés dans un petit groupe de travail. Et nous n'avons pas eu à chercher très très longtemps, puisque finalement on s'est rendu compte d'une chose terrible, c'est que les rendements commençaient à plafonner dans les régions du monde où avait commencé la grande transformation agricole. Alors à l'époque, pas le bassin parisien, pas les États-Unis, mais la vallée du Gange, les Philippines, toutes les autres régions du monde où il y avait eu l'installation d'une agriculture classiquement intensive. Et donc nous avions conclu à une idée simple, c'est qu'il fallait, pour faire face à l'accroissement démographique qui était devant nous déjà à cette époque-là, mais encore... La vague démographique est en train de se déployer, mais c'était déjà très très clair à l'époque. Nous nous sommes dit il faut produire plus, parce que la population va avoir faim. Ensuite, il ne faut pas massacrer la forêt, il va falloir sauvegarder des terres, donc on va bien être obligé d'accroître les rendements. Mais on constatait, que cette agriculture intensive avait provoqué un certain nombre de dégâts relativement graves pour notamment des questions de pollution. Donc il fallait que ce soit une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement. Et puis le plafonnement des rendements était dû, entre autres, à l'évolution des politiques publiques qui, pour la première fois après 30 ans, avaient décidé de ne plus financer l'agriculture, de ne plus faire de prêts,
de ne plus faire de subventions, et ça dans la plupart des pays du monde, des choses que nous avons connues nous aussi. Donc l'équation était simple, produire plus, produire mieux, accroître les rendements en sauvegardant l'environnement et le faire de façon moins chère. Alors, la sauvegarde de l'environnement, ça s'est introduit par toute une série de nouvelles venues, on va les qualifier comme ça, dans le débat. L'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée, l'agriculture durable et paysanne. Finalement, en quoi la vôtre se distingue-t-elle de toutes celles que je viens de citer? Alors, donc, retour en France. Là, j'ai fait un petit panorama rapide, international. Retour en France. Cette question arrive au Grenelle de l'environnement. Alors d'abord, je dois dire que les idées que nous avions défendues, on avait appelé ça révolution doublement verte, parce que verte comme la première révolution, qui avait été avec des hauts rendements, qui avait sauvé un certain nombre de pays de la faim, et doublement verte pour introduire le respect de l'écologie et de l'environnement. Et nous nous retrouvons au Grenelle de l'environnement. Beaucoup d'institutions autour de la table avaient quand même envie de résoudre cette équation qui se posait de la même façon en France. Produire plus, alors produire plus, on n'a pas un besoin interne de produire énormément plus, mais il y a des opportunités qui ne sont pas gigantesques, mais il y a des opportunités, comme le dit Edgar Pisani, pour que l'agriculture française participe à la grande aventure de la production mondiale, et il y aura besoin de toutes les agricultures. Mais enfin, ce n'est pas l'agriculture française qui va sauver le monde de la faim, mais elle peut contribuer. Ça va se faire au moins par des rendements équivalents, peut-être par des rendements un peu plus élevés. Il y a peut-être aussi des possibilités de produire plus sur des nouveaux secteurs, des nouveaux créneaux. Par exemple, à l'Agence nationale de la recherche, nous pensons que la lignine est un produit d'avenir, qui est un produit de substitution à tout ce qui est l'industrie des plastiques qui nous vient des ressources fossiles. Bref, il y a un monde encore peu connu qui s'annonce devant nous. Et puis, il faut que ça soit plus respectueux de l'environnement et que ça soit moins cher, parce qu'on va avoir, et ça, Bruno va en parler, un certain nombre de contraintes terribles. Alors, on se retrouve au Grenelle de l'environnement, et il fallait trouver un terme. Et ça s'est passé dans le bureau de M. Borloo, qui voulait que tout ça puisse s'exprimer de façon compréhensible pour qu'on puisse discuter. Et c'est bien, et finalement notre association est un enfant du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire un enfant du dialogue, de la volonté, de la nécessité du dialogue. On avait trouvé agriculture à haute qualité environnementale, HQE, par référence à ce qui se fait dans le domaine de l'habitat. Et puis finalement, ça ne convainquait pas beaucoup de monde. Alors on a dit haute valeur environnementale, et ça déjà, ça intéressait plus de monde. Et puis est venu le mot agriculture écologiquement intensive, qui, comme vous le dites, est un mot contradictoire. Alors pourquoi contradictoire? Parce qu'on a l'impression qu'on veut une agriculture classiquement intensive et en plus fondée sur l'écologie. Donc on se dit c'est pas possible, il faut choisir entre les deux. En fait, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, c'est dans le sens des économistes. Quand on dit qu'une agriculture est intensive comme la nôtre, actuellement encore, c'est qu'elle est intensive en engrais, par exemple, parce qu'il faut beaucoup d'engrais pour produire une tonne de céréales. Elle est intensive en produits chimiques, d'une manière générale. Elle est intensive en énergie fossile. L'agriculture de l'Inde est intensive en main-d'œuvre, parce qu'elle utilise beaucoup de main-d'œuvre pour produire une tonne de céréales. Eh bien, nous avons pensé qu'on pouvait faire une agriculture intensive en écologie. Parce que, et on a commencé à voir ça un petit peu dans le film d'hier soir, parce que les écosystèmes, nous les avons un peu maltraités, plus exactement, nous ne les avons pas utilisés au maximum de ce que l'on peut faire. Et les écosystèmes peuvent produire beaucoup plus, on peut en attendre beaucoup plus, et sans se passer, en utilisant subsidiairement quelques éléments d'agriculture conventionnelle, mais seulement subsidiairement. Et donc voilà pourquoi on a dégagé au fond une perspective, et cette perspective, elle appartient à tout le monde, il suffit maintenant de la concrétiser. Et il y a de nombreuses initiatives un petit peu partout. Pour autant, le caractère intensif, c'est aussi en rendement. Et vous voulez obtenir un rendement qui soit au moins égal, sinon supérieur, à celui que vous constatiez et qui plafonnait. Puisque vous avez dit il faut le déplafonner, en d'autres termes. Il faut donc un rendement malgré tout. Alors le rendement, c'est un ratio entre
quelque chose qui rentre dans le système et quelque chose qui sort du système. Ce qui sort du système, c'est des tonnes de maïs, des tonnes de blé, des tonnes de viande, etc. Et c'est un rendement d'un facteur de production. Alors le rendement facteur de production main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle la productivité du travail. Le rendement global physique d'une parcelle, c'est la quantité qui sort par rapport au nombre d'hectares, par rapport à la surface. Mais le rendement qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est le rendement naturel de l'écosystème. Qu'est-ce qu'un écosystème, si on le mène le plus loin possible en respectant ses équilibres, peut produire? Et vous comprendrez bien que le raisonnement est simple. S'il nous faut limiter les atteintes à l'environnement, comme la plupart des atteintes à l'environnement viennent un peu du forçage physique qu'on a fait des écosystèmes. Mettre beaucoup d'engrais, d'ailleurs on en met beaucoup moins. L'agriculture raisonnée a été un premier pas pour prendre conscience de ce point de vue. Donc le forçage, par exemple le forçage des vaches laitières, on a voulu forcer la nature, et en forçant la nature, on a produit des effets inattendus et qui n'étaient pas souhaités. Donc maintenant, ce n'est pas un retour en arrière, mais investissons dans la compréhension d'un écosystème, c'est-à-dire dans l'écologie scientifique. C'est ce que nous faisons à l'Agence nationale de la recherche en finançant. Investissons pour comprendre et voyons comment on peut améliorer le fonctionnement d'un écosystème et lui faire obtenir un meilleur rendement par hectare. C'est ça la philosophie de la chose. Donc il y a bien des enjeux à la fois scientifiques et technologiques. L'apparition d'expériences, on va en parler avec M. Garot, des expériences nouvelles de culture. Je pense par exemple à la riziculture intensive qui supprime des intrants, en tous les cas contre les mauvaises herbes, etc., tout en utilisant moins d'eau. Enfin bon, il y a des technologies nouvelles, des techniques nouvelles de culture qui vont permettre d'accroître les rendements ou d'améliorer les rendements, et tout en respectant l'environnement lui-même. À partir d'un point de départ qui est, par exemple, on met un peu trop d'engrais, on met trop de phytosanitaires. Je prends un exemple. On a un projet de recherche qui s'appelle VIN, à l'Agence de la recherche, qui porte sur, non pas les vignobles de cette région, mais les vignobles du Bordelais. Il démontre une chose terrible, c'est que plus les rendements sont élevés, et ce sont les grands crus, parce que les grands crus rapportent beaucoup d'argent, donc on essaye de faire beaucoup de rendements. Plus les rendements sont élevés, plus le taux d'utilisation de phytosanitaires est important. Ce qui fait qu'une bonne partie de ces grands crus ne sont pas absolument indemnes de produits phytosanitaires. On a calculé que sans changer les techniques de production, mais en économisant donc l'optique agriculture raisonnée, on peut diminuer sans aucun problème de 30%, sans aucun problème, 30%, les doses des phytosanitaires. Et on peut aller très facilement à 50%, et on peut parier qu'un label ou une certification qui indiquerait aux consommateurs que ce vin fait un effort très important de réduction des phytosanitaires rencontrerait l'adhésion du public. Donc il y a des marges de manœuvre simplement dans le cadre existant. Mais ça, c'est pas ce qu'on appelle l'écologiquement intensif, mais ça le prépare. L'écologiquement intensif, c'est deux voies principales. La première voie, c'est faire confiance à l'écosystème et voir ce qu'un écosystème peut donner. Par exemple, voir si la lutte biologique ou la lutte intégrée, qui est un élargissement, peut permettre de faire. Et puis il y a une voie futuriste dont on parle assez peu, qui est ce qu'on peut appeler la bio-inspiration. Qu'est-ce que c'est que la bio-inspiration? C'est le fait qu'il y a, dans la compréhension fine du fonctionnement d'un écosystème, il y a des choses qui sont d'abord assez gigantesques en termes de quantité de connaissances à acquérir. C'est un gisement fondamental de connaissances qui peut nous donner des idées sur de nouvelles techniques. Je prends un exemple un peu trivial. Certains insectes, lorsqu'ils broient une herbe, lorsqu'ils consomment une herbe ou lorsqu'ils piquent une herbe, au contact des glandes salivaires et de cette herbe, il se produit l'émission d'une molécule, qui généralement est une molécule très volatile, dans un bon nombre de cas de l'éthylène, mais enfin, il n'y a pas encore énormément de recherches là-dessus, et peut-être qu'il y a des chercheurs qui en savent beaucoup plus que moi sur cette question. Cette molécule agit comme un signal sur les plantes voisines, sur certaines plantes voisines. Ce signal déclenche une voie métabolique
qui est inscrite dans le génome de la plante et qui, cette voie métabolique, aboutit à la production d'une toxine qui chasse l'insecte. Ce mécanisme-là, on a de fortes raisons de penser qu'il existe depuis des centaines de millions d'années. Et donc il se trouve assez généralisé dans la nature. Pourquoi a-t-on ces raisons de penser? Parce que si ça n'avait pas existé, il y a longtemps que les insectes auraient bouffé la plupart des plantes, et qu'il n'y aurait plus de plantes du tout, et qu'il n'y aurait plus d'insectes, et que nous ne serions plus là, nous non plus. Autrement dit, il y a certainement beaucoup à découvrir dans la nature, et si nous arrivons à reproduire la toxine, que ce soit par ingénierie chimique ou par ingénierie biologique, et si nous arrivons, par bonheur, à montrer que cette toxine, à petite dose, parce que quand on met tout à grande dose, c'est toujours pareil, ça devient toxique, à petite dose est utile, eh bien nous aurons fait un progrès par bio-inspiration, en imitant la nature. Donc il y a vraiment deux choses dans l'agriculture écologiquement intensive. Il y a prendre en compte l'écosystème, et ça, il y a dans la salle des agriculteurs qui, tous les jours, inventent de nouvelles façons d'optimiser les écosystèmes à partir d'une connaissance fine des écosystèmes. Et puis, il y a la recherche futuriste sur la bio-inspiration pour trouver dans la nature des raisons d'imitation pour des produits nouveaux. Donc pour répondre à la question que je vous posais, l'AEI, c'est une tentative de fédération de toutes ces nouvelles venues que j'énonçais tout à l'heure. Alors, je ne dirais surtout pas ça, parce que fédération, c'est un langage un peu politique. Oui, alors fédérer, le verbe fédérer. Non, c'est vraiment un lieu d'accueil des idées pour pouvoir en débattre et en discuter. Mais nous n'avons aucune intention de promouvoir ce concept pour se substituer aux autres. Nous ne voulons pas créer une chapelle supplémentaire. Notre intention est vraiment le débat, le dialogue. C'est un concept qui est large, il est accueillant, et toutes les idées sont les bienvenues, à condition, bien sûr, que l'objectif reste bien de trouver une solution à l'équation suivante: produire mieux, produire plus, avec moins d'intrants, moins cher, et en respectant l'environnement et sur une base de fonctionnement des écosystèmes. Et sur cette base-là, eh bien, on est capable d'avoir des discussions à l'infini. Merci Michel Griffon.